Bonjour à tous, bienvenue pour ce live d'auteur avec Laurent Lagarde pour Troisième Jeunesse que je reçois aujourd'hui. Je vais inviter Laurent de ce pas. Alors, Jeunesse, c'est un livre qui est formidable. Bon, le pitch, c'est que c'est Alexandre, 79 ans, veuf, sans enfant, pas d'amis. En fait, il déprime dans sa luxueuse maison de retraite. En gros, il s'emmerde. Il est à moitié asocial, assez bourru, et pourtant, il va en faire des rencontres qui vont l'amener à être vraiment lui-même et à retrouver la joie de vivre. Alors, il y a beaucoup d'humour dans ce livre qui est absolument incroyable. Donc, j'attends toujours que Laurent se connecte. Laurent, est-ce que tu as reçu cette invitation? La garde. Eh oui, l'invitation est lancée. Ah, coucou Mathieu. J'attends Laurent Lagarde, que j'ai invité ce soir pour son livre Troisième Jeunesse. Alors, Laurent, connecte-toi. Alors, je ne suis pas speakerine, donc ça va être un peu difficile de boucher les trous. Juste, Laurent Lagarde, ça fait un petit moment qu'il écrit. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Les 5 sur la photo. Donc, Laurent, est-ce que tu es là parmi nous? Laurent, viens parmi nous. Parce que sinon, on ne pourra pas faire le live. J'espère qu'il a reçu l'invitation. Alors, on a des fois des petits soucis avec Instagram sur les connexions. Allez, je renvoie l'invitation. Laurent. C'est lancé. En tout cas, bon, ceux qui sont en train de m'écouter, déjà, vous pouvez mettre des pouces si le son est bon. Laurent. Je réinvite Laurent. Laurent. Normalement, une notification va arriver dans ta... Super. Oui, Pascal, Oui. c'est bon. Ah, parfait. Nickel. On est pas mal. Donc, j'ai fait un peu le pitch, mais j'ai eu un petit moment de flottement où il manquait... Enfin, l'invitation n'a pas complètement marché. Donc, je D'accord. disais que je te recevais aujourd'hui pour Troisième Jeunesse, avec notre ami Alexandre de 79 ans qui clairement s'ennuie à mourir dans sa maison de retraite luxueuse et qu'il va retrouver, grâce aux rencontres qu'il va faire, la joie de vivre. C'est ça. C'est ça. C'est un bon résumé. En fait, c'est vrai que il rentre donc dans cette maison de retraite. Sauf que c'est un ours, c'est un asocial. Donc il n'est pas fait du tout pour cette vie collective. Donc ça se passe mal et pour lui et pour les autres. Évidemment, vu Oui, son âge. surtout pour Oui, vas-y. oui, surtout pour deux trois personnes de l'établissement qui taclent assez, enfin, de façon, ils les taclent, mais c'est toujours très pertinent. Oui, oui, c'est vrai qu'il est très caustique. Et donc, il est très caustique, il est pas facile à vivre, et donc il a, oui, c'est vrai, pas mal de réparties, et donc il apprend aussi à se faire assez rapidement respecter. En tout cas, merci d'avoir accepté cette rencontre aujourd'hui, sachant que en fait, il fait quand même très très chaud dans la région. Oui, je confirme. Donc, si je me liquéfie ou que à un moment donné que je disparais de la caméra, ce sera normal, c'est que j'ai fondu. D'accord. Euh, Laurent, je voulais qu'on parle d'abord de toi, qu'on te présente. Tu as 57 ans, tu habites à Latte, tu as fait des études de management. Mhm.
Tu as 3 enfants et aujourd'hui, bon, tu travailles encore, tu es encore en activité, notamment Oui, dans un établissement financier, si j'ai bien compris. c'est ça. Et tu as consacré la majeure partie en fait de ton, enfin de ta vie à apprivoiser ton bégaiement. Oui. Et ça a donné que c'est ce qui t'a amené vers l'écriture finalement. Oui, bah c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai commencé à bégayer à l'âge de 6 ans, de plus en plus, je dirais, jusqu'à mon adolescence où là c'est devenu en fait très 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 handicapant et donc j'étais très très frustré, voilà, de ne pas pouvoir m'exprimer avec liberté et avec fluidité. Et donc c'est pour ça que je me suis réfugié en fait dans l'écriture. Donc j'ai commencé par écrire des poèmes, d'ailleurs sur mon bégaiement, et puis ensuite des nouvelles. Et donc j'ai trouvé dans l'écriture cette liberté et cette fluidité justement que je n'avais pas du tout dans la parole. Et donc je peux dire que ça a été peut-être une sorte de mal pour un bien puisque ça m'a permis de développer justement mon goût d'écriture pour l'écriture. Et donc tu étais fan de Patrick Cauvin. Enfin, c'est un écrivain que tu admirais beaucoup, enfin que tu admires encore aujourd'hui. Oui. Mais et tu as écrit des nouvelles et tu lui as envoyé une nouvelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et oui, alors c'est vrai que à l'époque, je sais pas, je devais avoir peut-être une vingtaine d'années, peut-être 22 ans, et donc c'est vrai que c'est un âge où on doute de rien, quoi. Donc, donc du coup, j'avais écrit cette nouvelle qui était une de mes premières, vraiment, je dirais, abouties. Et donc, comme je doutais de rien et comme j'étais très très fan donc de cet auteur, de Patrick Cauvin, qui a aussi écrit sous le nom de Claude Klotz. Du coup, je lui ai envoyé à sa maison d'édition la nouvelle, à son attention, pour lui demander ce qu'il en pensait, de manière hyper spontanée et hyper naïve. Bon, quand même, j'étais quand même pas très optimiste sur la réponse, mais bon, je vais essayer. Et en fait, j'ai eu la très bonne surprise de recevoir dans ma boîte aux lettres une petite lettre avec une carte de visite donc à son nom, avec son écriture, où il me disait qu'il avait bien aimé, mais qu'il y avait quand même quelques incohérences, etc. Mais il terminait par ces mots en me disant, en tout cas, c'est bien écrit. À quand le roman? Ouais. Donc, À du quand coup, le roman? Et voilà. là, Donc et évidemment, ces quelques mots étaient pour moi une incroyable. formidable motivation. Oui. Alors en 2009, tu crées le blog goodbyebégaiement.fr et là, Oui. par contre, ça va vraiment t'amener vers l'écriture, mais une écriture journalistique où tu vas écrire presque des articles. Oui. Euh, il existe encore ce blog? Oui, alors il existe encore. Bon après, j'avoue que je l'alimente, je ne l'alimente plus. Alors je crois que j'écris plus de 150 articles hein, sur Oui, il y a eu des conférences voilà, qui ont été. il y a des conférences, donc je pense que j'ai fait aussi peut-être un petit peu le tour du sujet aussi. Mais bon, le blog reste en ligne, donc en fait c'est une ressource encore pour pas mal de gens. Et donc c'est vrai que via ce blog, j'ai pu aussi développer mes qualités d'écriture. Et ce qui a été assez drôle, c'est qu'en fait justement, c'était un blog d'aide donc pour les personnes qui bégayent. C'était un blog écrit puisqu'évidemment je bégayais moi-même, donc j'étais quand même plus à l'aise pour faire cette transmission par écrit. Mais en fait, ça a très vite marché et donc ça a aussi pas mal circulé dans le milieu des orthophonistes. Et donc j'ai commencé à être invité pour en fait intervenir dans des conférences, dans des colloques en France, en Belgique, en Suisse et même euh, et C'est même une belle au Canada. aventure. Voilà. Donc C'est une une très belle belle aventure. aventure parce que ça t'a permis de rencontrer des gens formidables. Tout à fait. Que des gens super. Vraiment, c'est une communauté euh, qui est euh, qui est formidable, avec des gens drôles, des gens intéressants, voilà, et des gens dès qu'on leur donne justement
la possibilité de s'exprimer, qui ont plein de choses à dire. Alors, en parallèle, quand même, tu continues l'écriture, les nouvelles, etc. Euh, donc, juste pour information, en 2024, tu as fait partie de l'équipe d'organisation du concours de l'éloquence de bégaiement à Montpellier. Oui, tout Donc, à fait. ça y sera en 2025 aussi? Ça a eu lieu? Alors donc oui, j'ai donc la première édition sur Montpellier a eu lieu donc l'an dernier. Donc je faisais partie de l'équipe d'organisation et l'édition 2025 a eu lieu là au mois de juin. Et donc là, je faisais partie en fait du jury. Donc c'était encore vraiment une belle expérience. Et donc là, il y avait 6 finalistes, 7 finalistes même, qui nous ont tous épatés, voilà, par leur gaieté, par leur pêche, par leur dynamisme et qui malgré leur bégaiement ont fait passer plein de choses. Et le fait d'être dans l'équipe d'organisation l'an dernier, c'était vraiment super parce que on les a suivis sur 3 mois et on a pu voir durant ces 3 mois vraiment toute l'évolution et toute la progression qu'ils ont pu avoir jusqu'à aller sur scène dans un amphithéâtre devant un large public pour prendre la parole. Et Alors, je donc, remercie. et donc, il y aura sûrement aussi une autre édition en 2026. Trop bien. C'est vraiment super. Je vous remercie ceux qui se connectent en cours de route et qui viennent assister à ce live. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, parce que des fois, il peut arriver que la vidéo se floute. Donc voilà, donc n'hésitez pas et si vous avez des questions pour Laurent, ben, notez-les dans les commentaires. Donc toujours en parallèle de cette aventure, donc tu continues à écrire. C'est en 2019, tu participes à un concours de nouvelles Oui. qui est présidé par Hervé Letellier. Et là, surprise. Et là, surprise, puisque je gagne, je gagne ce concours. Donc, c'était le concours de la nouvelle humoristique francophone, voilà, donc qui était présidé donc oui par Hervé Letellier, qui a eu donc le prix concours en 2020. Donc, c'était quand même une belle reconnaissance. Ouais, ouais, Et ouais. puis aussi par d'autres auteurs comme Pascal Fioretto. Voilà, et donc là, voilà, donc c'était une belle surprise. J'y suis allé donc avec mon épouse Sandrine et voilà, on était tous les deux surpris et heureux, voilà, de cette découverte. Puis là, vraiment, voilà, j'ai eu l'impression de tomber dans un milieu dans lequel je me sentais bien, dans lequel finalement j'avais l'impression d'être à ma place. Et puis j'ai reçu plein d'encouragements pour persévérer, pour continuer et, comme avait dit Covin, pour aller vers le roman. Et donc là-dessus, tu vas vers le roman. Oui. Comment ça se passe? Alors ça se passe que ce premier roman, donc qui est Troisième jeunesse, en fait, il est tiré d'une nouvelle pour laquelle pardon, j'avais eu un prix aussi à un concours qui a été organisé par la médiathèque de Villeneuve-les-Maglones. Donc Ok. la nouvelle s'appelait Balade sous un érable, titre d'ailleurs que j'aimais beaucoup, que j'aurais bien aimé aussi peut-être pour le roman, mais bon, c'est Troisième jeunesse. Et donc je suis parti, voilà, de cette nouvelle parce que j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien les personnages, et j'avais aussi un petit coup de foudre aussi pour Alexandre. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir de prolonger l'histoire et de voir jusqu'où il pouvait aller. Oui, oui, oui. En fait, j'allais te poser la question à un moment donné, quel est ton personnage préféré dans ton roman? Parce que on s'attache à ces personnages. Oui, oui. J'aime beaucoup Flora aussi, qui est donc qui est son amie, qui a son âge là, qui est une ex-prof de philo, euh, et voilà, qui a une certaine sagesse, qui aime bien aussi l'humour d'Alexandre, et puis voilà, qui petit à petit, de manière très délicate, va lui faire changer en fait son regard sur la Sur le vie, monde. ouais, Sur le monde. voilà, sur le monde et sur la vie. Et comme par hasard, à partir du moment où son regard sur la vie change, eh bien, sa vie elle-même change.
combien de temps t'as pris l'écriture de ce livre, sachant que tu es parti donc d'une nouvelle Hum. et que dans les nouvelles, il faut que la chute arrive rapidement. Oui, L'exercice, est-ce qu'il est difficile de passer de la nouvelle et de la transformer vers le roman? oui, oui, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un de plutôt synthétique en fait. Donc c'est vrai que le format des nouvelles m'allait très bien. Et je me rappelle que notamment en terminale et ensuite en prépa, lorsque je devais rendre des devoirs de philo, les professeurs me reprochaient justement de pas assez développer les choses. Étoffé. Voilà. Donc j'ai dû forcer ma nature et donc apprendre à développer les choses. Mais je pense que j'en garde peut-être une qualité, c'est justement j'essaye que ça reste quand même toujours efficace et de pas perdre le lecteur dans des descriptions qui soient trop longues ou dans des pages qui servent pas à grand chose. Voilà. Donc voilà, j'espère que chaque chapitre au moins soit efficace, rythmé, voilà, pour que l'histoire progresse et que le lecteur continue à s'amuser. Et donc, quand on parlait de regard un peu caustique sur les choses, il y a un passage, moi, qui m'a fait hurler de rire, c'était sur c'est Madame Gomez. Oui, l'horrible Voilà, Madame Gomez. qui était coiffeuse, c'est ça. C'est ça. Et donc là, le personnage se lâche sur le nom des salons de coiffure. Donc moi, Oui, c'était assez hilarant. C'est vraiment plein d'humour et en même temps, pour moi, il y a un regard qui vient dédramatiser la vieillesse, la solitude et enfin, je trouve que, enfin, en tout cas moi, il m'a beaucoup parlé parce que on arrive à se projeter dans notre future vie de vieux oui, avec parce qu'il écoute quand même de la musique voilà, enfin lui il supporte pas les musiques qu'on lui met, il a son enfin voilà, il aime la bonne musique genre les musiques qu'on aime nous actuellement sur lesquelles on danse et mm, il n'est pas improbable que dans 20-30 ans on porte des Santiago dans une maison de retraite c'est ça. avec des enfants en cuir. Donc ça c'est ce regard-là, où est-ce que tu allais le chercher? Bah, déjà, c'est vrai que tu l'as vu, mais il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui l'ont vu. En fait, c'est qu'effectivement, ce monsieur qui a 79 ans en 2021, donc qui est né, j'arrive pas à faire On le va faire le calcul, calcul, mais mais voilà, mais bon, dans les années 30, en il gros, a vécu voilà. Mais en fait, effectivement, il écoute George Michael, Madonna, Souchon. Euh, mais en fait, finalement, c'est une projection de moi. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la projection d'une personne qui a grandi dans les années 80 en fait et qui se retrouve dans une maison de retraite. Voilà. D'où le fait qu'on est dans une ambiance assez entre guillemets moderne, hein, même si ça date des années 80, et que évidemment, lorsqu'on l'invite à participer à des animations avec des musiques des années 30, avec Arletty, avec voilà des il est au bout de sa vie, hein. voilà, il est un peu désabusé et donc ça tourne vite aussi au massacre, puisque son côté là aussi caustique ressort, d'autant plus qu'il a trouvé un copain et que les deux font la paire, voilà, et donc du coup ça se passe pas très bien non plus pour l'animateur. Alors, ce qui est intéressant aussi, moi, c'est le regard. Enfin, et je l'ai noté. C'est quand il recadre la responsable de la maison de retraite qui parle de lui à la troisième personne et comme s'il n'était pas là et il dit non mais ça va, je suis encore là. Et Mm. ça, c'est des choses, enfin que tu as vécu toi. Tu as allé dans les maisons de retraite. Enfin, comment tu as eu ce regard-là? Bah en fait oui, parce que moi c'est vrai que que mes deux grands-mères en fait ont donc fini leur vie dans une maison de retraite. Et donc j'allais les voir, et notamment ma grand-mère maternelle, elle est rentrée en maison de retraite quand moi j'étais au lycée, donc j'avais
17 ans, et donc il se trouve que l'établissement où elle était dans la ville où se trouvait mon lycée. Et donc du coup, j'allais la voir. Et je me rappelle que quand je suis allé la voir tout au début, elle était d'ailleurs, comme dans le livre, dans une espèce d'ancien hôtel particulier, dans un grand parc avec des arbres magnifiques. Et donc, on était sortis, puisqu'il faisait beau, pour faire le tour du parc ensemble. Et là, j'avais dit la phrase que tout le monde dit, je pense, lorsqu'on va voir quelqu'un dans une maison de retraite, je lui ai dit, bah, c'est bien ici. Et là, elle m'avait dit, oui, mais tu sais, ici, il y a que des vieux. Et en fait, cette phrase, ça m'a marqué, voilà. Et donc, c'est vrai que moi aussi, je vieillis et je découvre que Je t'ai pas entendu, ça a coupé, pardon. ah Tu pardon. disais moi aussi? Alors donc je disais que donc aussi moi je vieillis aussi, et c'est vrai que quand on vieillit, on découvre que finalement l'âge avance, mais que à l'intérieur de soi, on a toujours 20 ans, 30 ans, 40 ans, et en fait, on est composé de sortes de poupées russes, en fait, donc la poupée des 20 ans, la poupée des 30, etc. Et donc, on n'a pas du tout à l'intérieur l'âge qu'on a à l'extérieur, et donc c'était aussi cet aspect-là que je voulais traiter dans le roman pour montrer que il est jamais trop tard, qu'il est jamais trop tard pour vivre ses envies, qu'il est jamais trop tard pour oser être soi-même, et que quand on rentre dans une maison de retraite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est peut-être pas la fin, loin de là. Donc voilà, on va pas en dire plus parce que voilà, pour pas spoiler ceux qui ne t'ont pas lu. Euh, c'est ton personnage, celui qui t'a donné le plus de difficultés en écriture. Hmm. Le plus de difficultés en écriture. Il y a des personnages comme ça qui sont Ouais, difficiles tu à veux dire. écrire. Bah, Alexandre quand même, parce que c'est vrai que ce qui était compliqué, c'était de pas sombrer non plus trop dans la caricature. Voilà, et donc dans la caricature justement de l'ours, du ronchon, etc., et d'essayer de nuancer un peu plus quand même ce caractère, et puis aussi d'avoir une certaine progression dans son évolution, voilà. Et donc il fallait que petit à petit, qu'il se réouvre en fait vers le monde, qu'il change de regard, et ça pouvait se faire que de manière quand même assez euh, progressive, avec l'aide justement de toutes les personnes qu'il rencontre dans le livre. Et notamment ce petit garçon qui Victor. vient un petit peu. Enfin, c'est très drôle, ce passage est très drôle. En tout cas, du coup, c'est lui qui se pose aussi des questions. Euh, Victor. Alexandre, par rapport, il y a une visite avec l'école et les enfants, et lui il Oui, se dit bon, pourquoi ils veulent être avec moi? Enfin bon, pitié, oui, 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 voilà, oui, oui, très oui, très. oui, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a donc, il y a donc la directrice donc de la maison de retraite, qui est un personnage aussi, et donc qui veut mettre en place justement plein d'animations, plein de nouveautés, et donc elle est animée par la volonté de faire une transmission transgénérationnelle, et donc du coup elle fait venir des enfants de l'école voisine, voilà, pour qu'ils échangent avec donc les pensionnaires, et puis pour que les pensionnaires puissent transmettre leur sagesse, leur expérience. Sauf que Alexandre, lui, enfin, quand il les reçoit tout au début, il a l'impression qu'en fait qu'il a rien à dire, qu'il a rien à transmettre surtout, et que sa vie est loin d'être exemplaire. Il trouve que sa vie a été finalement assez morne, et donc du coup, comme il est toujours un peu désagréable quand même. Il prend ça un peu par-dessus la jambe, et donc il leur donne le titre d'une chanson donc de Souchon, en leur disant bah voilà, cette chanson dure exactement 3 minutes 30, et donc elle est idéale pour faire cuire vos œufs à la Vos coque. œufs, à la Voilà. coque.
Et ça, c'est drôle, mais n'empêche il s'y transmet quand même une information. Et en Oui, fait, il va tomber sur, c'est le fils de Natacha. Et c'est ça. ce gamin, il est un peu atypique. Et là, il va se passer des choses. Et avec son ami, enfin, il y a son ami Flora, donc il le sort un petit peu. Mais vraiment, les personnages sont. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le regard, en même temps, qui est plein d'humour. Mais voilà, c'est pas de la caricature. On est dans le juste, dans ce qui pourrait vraiment être. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais une question, c'est si tu devais cuisiner pour ton personnage principal, Alexandre, qu'est-ce que tu lui ferais à manger? Hmm. Ah oui, j'ai des questions comme ça, moi, ça me Ah prend, mais oui. Alors, si je devais cuisiner, je lui ferais un plat qu'il ne connaît pas, hein, puisque l'idée, c'est de l'ouvrir sur le monde et de l'amener à vivre des expériences nouvelles. Voilà, donc je lui ferais un plat, je sais pas, je lui ferais une salade de pâtes de bulot avec un peu de curry et de mayonnaise pour le faire râler et aussi pour le peut-être lui faire découvrir d'autres sensations. C'est un peu n'importe quoi là non, non, mais comme recette, mais c'est bon, rigolo parce que l'objectif aussi de l'interview, c'est autour du livre. Et ouais. ce personnage, donc, si tu devais lui offrir un livre, Si je devais lui offrir un livre, euh, là tu me prends de court. Un livre, oui, justement de voyage, d'évasion. Donc peut-être que je lui offrirais mon deuxième roman. les 5 sur la photo. Voilà. Alors, ouais, oui, voilà. Alors, les 5 sur la photo, oui, ben, tu vas nous en parler un petit peu rapidement. C'est un livre qui est. Alors, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment un polar? Il y a quand même quelque chose, une intrigue hein, derrière. Hein. Alors effectivement, il y a une enquête, mais qui n'est pas policière, donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de corps, voilà. C'est une enquête donc familiale sur les origines. En fait, c'est l'histoire de Laura et Clara qui sont jumelles, qui ont 22 ans. Leur maman est décédée malheureusement et donc elles ont été élevées par leur jeune oncle, qui est un personnage un peu bohème, un peu fêtard, un peu fantasque, mais qui les a bien élevées. Donc elles arrivent à 22 ans, tout va bien pour elles. Et là, il survient un événement grave qui fait qu'elles vont devoir partir à la recherche de leur père qu'elles n'ont jamais connu. Et donc pour ça, elles fouillent dans les affaires de leur maman et elles tombent sur une photo sur laquelle il y a 5 étudiants, dont leur mère, d'où le La titre du livre. déduction de, au milieu, il doit bien y avoir notre père. Et voilà. Et donc elles se disent, voilà, puisque en fait, quand elles tournent la photo, elles découvrent que la photo a été prise à Rome. Elles ignoraient que leur maman avait fait ses études à Rome, et elles découvrent aussi que la photo a été prise un an avant leur naissance. Donc elles se disent, il y a peut-être une piste à creuser. Et donc avec ce seul indice, elles vont partir dans une quête, dans une enquête à Paris, en Bretagne, sur l'île de Sein, en Italie, jusqu'à un endroit que je peux pas révéler, où elles vont donc découvrir le secret de leur naissance. Il y a beaucoup la Bretagne aussi hein, dans Troisième Jeunesse. La Normandie. Non, Normandie, pardon, excuse-moi. Oui, oui, Mm. oui, Normandie. Et ouais, j'ai bien aimé la rencontre avec le barbier aussi. Oui, 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 puisque en fait, puisque donc, oui, enfin, sauf que l'on peut pas tout dire, mais On peut pas euh, tout dire, mais ouais, voilà, voilà, il y a des rencontres comme ça voilà, qui... mais donc il tombe effectivement sur un barbier qui est aussi donc fan de moto, voilà, et qui est donc avec lequel aussi ils vont avoir un échange. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que au départ, Alexandre, il bénéficie en fait de ce que lui donnent les autres, de ce que lui transmettent les autres, et c'est là qu'on est dans aussi la progression, parce qu'au fur et à mesure, c'est lui qui va donner et c'est qui lui va qui va donner.
Voilà. Et c'est lui qui va transmettre, et notamment à ce barbier, il va le décider à faire quelque chose qu'il rêve de faire depuis longtemps. Et grâce à cette rencontre avec Alexandre, le barbier va enfin se lancer pour faire ce dont il a toujours rêvé. Alors, est-ce que l'image est bonne pour vous? Parce que là, moi, je te vois en pixelisé. Ah, Et voilà, c'était juste pour ceux qui nous regardent, qui nous mettent, enfin, qui mettent un petit message, voir si c'est bon, si on te voit bien, parce que là, l'image est floue. Donc de temps en temps, je change mon téléphone, mais ouais, bon. mais écoute, je sais pas. Enfin, moi, sur le retour, c'est net. C'est tout bon pour toi, ok. Mm. Ma question concernant l'écriture, est-ce que tu as des rituels d'écriture, par exemple, tu écris tous les soirs, ou tu écris le soir, tu écris plutôt le matin, ou tu écris en musique, à la terrasse, n'importe où. Chaque personne et chaque auteur a ses petits rituels d'écriture et Mm. ses petites stratégies qui dépendent d'ailleurs d'un livre, qui changent d'un livre à un autre. Par exemple, est-ce que pour Troisième Jeunesse, comment tu l'as écrit est-ce que comment ça s'est passé cette écriture? Bah, en fait, troisième jeunesse, ça a pris quelques années parce que justement, je n'avais pas en fait, de routine d'écriture. Et donc, j'écrivais un peu lorsque j'avais le temps ou lorsque j'avais l'inspiration, ce qui est, je pense, une grosse bêtise parce que voilà, c'est vrai que si on attend d'être inspiré, bah, finalement, on n'écrit pas souvent. Et donc, du coup, j'ai mis en place ensuite, oui, une routine où là, j'écris tous les matins, donc durant à peu près 1 heure et demie. Donc, j'écris en fait tôt le matin, ce qui me permet d'être dans une maison calme. Je ne dérange personne, voilà. Je ne suis dérangé aussi par personne, et donc ça me permet d'avoir ce moment lorsque la journée commence euh, tranquille, où je peux me consacrer à l'écriture. Et donc j'ai l'objectif chaque matin d'écrire 500 mots. Donc 500 mots, ça fait environ 2 pages. Ok. Et finalement, lorsqu'on fait ça chaque jour, ben 2 plus 2, au Et bout oui, de ça fait. au bout d'un mois, on a 60 pages. Alors, tout n'est évidemment pas bon, mais au moins, on a de la matière. Et ça, c'est une autre découverte aussi que j'ai faite, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, je voulais que tout soit bon tout de suite, parfait, etc. Mais voilà, j'ai aussi découvert qu'on peut aussi aller sur des premiers jets, et qu'on a tout le temps ensuite d'y revenir, de réécrire, de foncer, de raboter, de peaufiner. Et voilà. Tu écris sur papier ou tu écris que sur ordi en fait parce que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui Sur écrivent ordi. sur ordi. Oui. Tu avances dans ton écriture, tu as tendance à avancer d'une traite ou tu relis toujours ton dernier chapitre avant. Les deux. Je dirais que là, j'ai pas de règle par rapport à ça. J'écris les chapitres, je ne les écris pas forcément dans l'ordre. Voilà, c'est aussi un peu selon l'envie, parce que c'est vrai que quand on fait ça tous les matins, bah, il y a quand même, enfin pour moi, en tout cas, hein, il y a au moins 8, 9 matins sur 10 où je m'installe et je fais, voilà. Donc Oui, voilà, oui, oui, je connais, ouais. mais Qu'est-ce j'insiste, que tu as voilà. raconté? J'insiste, et donc le fait d'insister, voilà. Et puis quand vraiment ça va pas du tout, bah effectivement, je vais aller plutôt vers des chapitres, voilà, où je sais que je vais être plus à l'aise, etc. Voilà. Donc j'écris pas du tout dans l'ordre, et effectivement, comme je le disais, j'accepte que les chapitres que j'écris ne soient pas parfaits pour ensuite y revenir. Et revenir. Mm. Euh, Juste donc quand tu écris et que tu dis que tu écris pas dans l'ordre, c'est hyper intéressant parce qu'après tout il y a le droit du lecteur de commencer par la fin, hein. Souvent quand on prend le livre, on regarde la première, on tourne derrière et puis on feuillette là comme ça le livre et puis il y en a ils vont s'arrêter vers la fin.
Et Oui, bon, ben nous, après tout, l'inspiration, on peut avoir en tant qu'auteur des flashs de scènes qu'on a envie d'écrire. Pour oui. autant, la question, c'est est-ce que tu établis un plan avant ou tu te laisses guider et embarquer par tes personnages? Alors, c'est un peu des deux là aussi. C'est-à-dire que en fait, souvent, j'écris d'abord parce que j'ai trouvé en fait mes personnages. Voilà. Donc, lorsque je les ai trouvés, lorsque je lorsque je les aime bien, en fait, je les laisse me porter. D'ailleurs, par exemple, pour les cinq sur la photo, en fait, le livre a commencé. En fait, je revenais d'un enterrement, donc d'une personne très très proche, et en fait, c'est vrai que dans les enterrements, on se fait des réflexions qui sont parfois un peu étranges. Et là, je m'étais fait la réflexion. Donc, il y avait toute la famille, il y avait tous les amis, et je m'étais fait la réflexion que les enterrements, c'était en fait les seuls rassemblements familiaux durant lesquels on ne prenait pas de photos. Et donc je suis revenu et donc j'ai écrit la phrase qui d'ailleurs est restée la première du roman, qui est il n'y a pas il n'y a pas de photos des enterrements, juste des souvenirs en noir et blanc. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire une scène d'enterrement où il y avait donc deux petites filles qui donc suivaient le cercueil de leur mère. Et j'ai commencé à écrire sur leur relation entre elles, leur relation avec leur oncle, avec leur jeune oncle. J'aimais beaucoup cette relation. Et là, j'ai utilisé un truc qui peut peut-être aussi servir pour d'autres personnes qui écrivent ou qui veulent écrire. C'est que j'avais lu que quand on a un personnage, il y a une question qui marche bien pour trouver l'histoire, c'est de se dire finalement quel est le pire qui pourrait leur arriver. Et là, Oui. comme c'était donc des jumelles, le pire qui pouvait leur arriver, c'était qu'il y en ait une des deux qui meurt ou une des deux qui tombe très très malade. Et voilà. Et donc après, donc j'ai commencé à écrire là-dessus, mais c'est vrai que je commence de manière très 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 libre. Je me fais porter par les personnages, mais il y a quand même toujours un moment où je suis un peu bloqué et où là je m'arrête, je me pose et là je réfléchis quand même à ce que peut être la suite et à faire un plan. Voilà. Et puis après, je m'y remets et là, je rentre un peu plus donc dans un cadre. Ceci dit, la fin que j'imagine lorsque je rentre dans ce plan, c'est pas forcément la fin que je vais écrire. Ouais, t'as pas, oui, oui. Ben, moi, ça me paraît un peu aussi logique puisque on commence, enfin, quand on commence à écrire, évidemment, on, soit on se laisse entraîner par ces personnages, ou on va écrire des scènes qui ne seront jamais dans le livre d'ailleurs, et on jette beaucoup en écriture. J'imagine que c'est le cas pour toi aussi. Ouais. Euh, C'est difficile, mais oui. et moi, enfin, en tout cas, il y a les fiches personnages qui peuvent être faites, mais des fois on se dit oui, bon ben, je vois bien la fin comme ça, et en réalité, les événements du livre où on va rajouter des choses vont faire que bah, finalement la fin ne sera pas forcément la même. C'est ça. Mais c'est, je pense que là où ça doit être terrible, c'est quand tu imagines deux scènes et que tu sais pas laquelle choisir. Bah écoute, en fait, d'ailleurs, lorsque j'ai envoyé la première version du manuscrit de Troisième Jeunesse, en fait, les premiers donc éditeurs euh, auxquels je l'ai envoyé, il y avait deux fins. C'est-à-dire que carrément, euh, j'ai- j'avais mis deux fins très différentes. Voilà. Et puis Ah oui, après, carrément, tu as ouais, présenté ton livre carrément, ouais, ouais, avec les deux fins ouais, possibles. ouais, Dingue! ouais, voilà, avec Alors les deux ça, c'est fins la possibles. première fois que j'entends. Ouais. Et puis finalement, la fin du roman, c'est une sorte un peu de mix des deux presque. Voilà. Et donc, Ouais, alors la fin, je vais pas en parler, mais c'est vrai que on se demande est-ce qu'il y a des choses. Voilà. alors, je sais que pour cette fin, il y en a qui l'ont beaucoup aimé, et il y en a qui m'ont aussi engueulé presque. Voilà. Moi, Pour cette j'étais un peu fin, frustrée. J'étais un peu frustrée, mais c'est bien parce que ça reste une porte ouverte. ça, voilà, ça laisse la place à l'imagination du lecteur. C'est ça. C'est. Mais ouais. Et après, on peut faire des déductions, relire le livre et puis chercher les indices en amont, C'est ça. parce qu'il y a quand même des indices. Mais bon, c'est assez incroyable.
Est-ce qu'il y a un livre que tu lis actuellement? Euh, Alors, quand on... ouais, actuellement, je suis en train de relire, enfin, de relire et de lire pour certains les livres de Jean-Paul Dubois, qui est Ok. aussi d'ailleurs lui le prix Goncourt en 2019, je crois. Et donc qui est un auteur français et qui je trouve a une écriture et un style vraiment magnifique. Enfin, j'adore son style. Je trouve qu'il écrit hyper bien. Et lui d'ailleurs, lorsqu'on parlait de technique d'écriture, j'ai découvert qu'en fait lui, quand il écrit un roman, c'est toujours en mars. Donc euh, il se met à son roman le 1er mars, il s'enferme et Ok. le 31 mars, son roman est terminé. Voilà. Donc là, c'est une routine aussi qui est vraiment très très surprenante, mais en tout cas pour lui, ça marche très très bien. Et donc dans les livres que j'ai lus récemment de lui, il y a Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et puis, alors, par contre, j'ai pas pour un écrivain, c'est un peu dommage, mais j'ai pas la mémoire des titres. Mais voilà, donc c'est celui que j'ai lu récemment. Et j'ai lu aussi, justement, toujours de lui, celui qui a eu le prix Goncourt, qui s'appelle Une vie française. Voilà, qui est aussi un livre magnifique qui nous transporte, voilà, de 1950 jusqu'en 2000 presque. Et donc où il retrace toute sa vie, enfin d'un personnage fictif, mais a priori quand même qui lui ressemble beaucoup. Et c'est vraiment magistralement écrit. Ta marotte d'écriture. Ma marotte d'écriture, c'est-à-dire. Bah, ton thème, le thème qui, voilà, qui, pour le, enfin, qui te fait vibrer en écriture, que tu as envie de transmettre. Ouais. Alors moi c'est vrai que parfois on me demande donc quel est en fait le genre de mes romans. Et donc c'est vrai que quand on est sur de la littérature blanche, c'est toujours un peu compliqué de trouver un style. Mais moi, j'ai l'impression que ce sont des romans d'apprentissage. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui, au début donc du livre, a un certain nombre de qualités, a un certain nombre, alors pas forcément de défauts, mais au moins de freins ou ou donc de réserve. Et en fait, l'élément déclencheur, ce qu'il va vivre, ce qu'il va devoir affronter, ce qu'il va devoir surmonter, bah, ça va l'obliger à se dépasser, à se révéler et à faire des choses qu'il ne pensait peut-être pas être capable de faire. Voilà. Donc j'aime bien cette partie-là dans les romans et j'aime bien aussi les secrets. Voilà. Donc secrets de famille, voilà. Les, tous les secrets des personnes, voilà, et donc le fait, voilà, de mener l'enquête et d'essayer de savoir ce que cache une personne ou ce qui a pu se passer de déterminant dans la vie d'une personne. Est-ce qu'Alexandre avait un secret caché? Oui, oui, oui. Alors que l'on peut pas révéler, mais il y en a au moins un dans le livre que Oui, il y l'on en a un qu'on peut pas apprend. révéler, mais après, est-ce qu'il y en avait peut-être d'autres? Parce qu'on a des fois Bien plusieurs sûr, secrets cachés. euh, bien sûr. Donc là, c'est vrai que c'était troisième jeunesse. Peut-être qu'il y aura troisième jeunesse 2 ou peut-être que l'on va découvrir voilà d'autres secrets. Mais évidemment, oui, il y avait forcément des choses qu'il n'a pas dit, mais qu'on peut peut-être détecter dans la Hmm. lecture. Euh, En tout cas, comment tu as rencontré, quand tu l'as envoyé comme ça à la maison d'édition, Mmh. euh, combien de temps ça a pris pour avoir un retour? Écoute, Parce qu'en fait, souvent quand on est jeune auteur, oui. Alors en fait, pour le premier roman, donc c'était dans le cadre d'un concours, donc où justement donc le prix, donc c'était d'être édité, donc ça a pris 3 ou 4 mois pour que j'ai le retour.
Et par contre, il se trouve que ce manuscrit, je l'avais aussi envoyé donc à d'autres éditeurs et notamment à Erol. Et donc, j'avais reçu une réponse d'une éditrice d'Erol, par mail, et donc une réponse qui était très très sympa, où elle me disait en gros qu'elle le prenait pas, hein, mais elle m'a dit pourquoi. Elle m'a C'est dit ce bien. qu'elle ouais, voilà. Elle m'a dit pourquoi. Elle m'a dit ce qu'elle aimait bien, donc donc dans le livre. Elle m'a encouragé aussi à persévérer et à continuer. Et donc j'ai pris en compte toutes ces remarques. Donc j'ai réécrit le manuscrit avec donc l'ensemble, enfin en tenant compte de toutes ces remarques. Donc je pense que c'est grâce à elle aussi. Je pense que ce manuscrit a pu être ensuite pris donc par un autre éditeur. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu vers elle donc quand le livre a été édité pour la remercier. Et quand j'ai donc écrit mon deuxième manuscrit, je lui ai envoyé le premier chapitre juste en lui disant bah voilà écoutez si ça vous plaît je vous envoie le reste. Et là elle m'a répondu le lendemain je crois, enfin c'était hyper rapide pour me dire oui 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 donc je veux la suite. Donc du coup je lui ai envoyé donc le manuscrit dessin sur la photo et là j'ai eu une réponse en quelques jours parce que ouais, ou allez peut-être 2 semaines quoi, voilà, mais vraiment ça a été très très rapide où elle m'a dit qu'elle le prenait et que donc j'allais être édité chez Erol. Voilà. Trop bien, hein. C'est vraiment une très très belle aventure. Ça, c'est super. Enfin, c'est super et on sent comment quand on reçoit ce mail qui dit OK, tout est vert. Ah bah super heureux bien sûr, hein, c'est super, enfin super heureux. On est presque aussi un peu incrédule parce que c'est vrai que enfin voilà, c'est quand même, enfin c'est quand même très très répandu que voilà, il y a beaucoup beaucoup d'écrivains qui ont commencé par envoyer leurs manuscrits à une dizaine ou à plusieurs dizaines d'éditeurs et qui ont eu que des refus. Et puis il suffit d'un. Voilà, donc c'est vrai que lorsque ce un dit oui, bah on est super heureux. Ouais, c'est vrai qu'on a presque du mal en fait à y croire. Et puis évidemment, au, au fil du temps, on assimile et puis on savoure. Donc du coup, pas de regret sur le titre qui n'était pas celui initial au départ pour toi. Non, parce qu'en fait, il y avait pire. En fait, c'est-à-dire que dans les propositions que m'avait fait l'éditeur, il y avait des trucs, mais je me disais, mais non, Ah quoi. Enfin, oui, ouais, non, c'est dur, vraiment. hein? Ah ouais, vraiment. Et donc, du coup, ouais, je Ouais. crois que j'ai dû lui proposer genre 10, 15 titres, et non, 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 non. Et puis, lui, voilà, il m'en a proposé deux, mais enfin, non, voilà, c'était pas possible. Et donc, du coup, on est tombé d'accord sur ce titre-là, voilà, qui était un mélange de troisième âge et de seconde jeunesse, voilà, donc troisième jeunesse. Bah, c'est très bien. C'est en tout cas merci moi enfin d'avoir accepté cette rencontre parce que c'est vrai qu'on s'était vu à la Comédie du Livre. J'ai pris beaucoup de temps pour prendre le temps de te lire justement et je l'ai Mhm. lu très rapidement. Je me suis éclatée à le lire et franchement voilà ça fait du bien de se faire plaisir en lecture aussi. Surtout que juste avant j'avais lu je m'étais relu Anna Karénine donc c'est pas trop la même ambiance. Voilà. Ouais. Et mais sympa quand même. Hein. Ouais, voilà, moi Mhm. j'aime bien. Un petit peu de Tchekhov là-dessus, allez c'est bon, on est pas mal. On est Voilà. armé. Donc, Euh, je suis bien entouré. oh, ouais, je suis bien entourée. Ouais. Et donc, si tu avais un conseil ou un petit message à faire passer aux jeunes auteurs, c'est quoi? Bah, si Aux j'avais un personnes qui conseil, ont envie d'écrire. ouais, bah, si j'ai un conseil à faire passer aux jeunes auteurs, alors c'est un peu bateau, mais en fait c'est vrai, c'est vraiment de persévérer, d'écouter aussi parce que j'écoute beaucoup moi. C'est-à-dire que quand on me fait donc des remarques, je les écoute, je les prends souvent en compte.
Voilà, donc je pense qu'il faut savoir aussi être ouvert à ce qu'on nous dit. Après, si on est convaincu que la page que l'on a écrite ou que la partie de l'histoire que l'on a écrite, c'est ce qu'il faut écrire, évidemment qu'il ne faut pas bouger, mais voilà, je pense qu'il faut savoir aussi être très à l'écoute et puis évidemment lire beaucoup parce que il y a pas d'école d'écriture et la seule école d'écriture c'est la lecture. Ouais, et ben alors ça c'est un très beau message parce que ça fait partie des questions que je pose souvent. Est-ce qu'un on peut être écrivain sans lire? Et tous les auteurs lisent et on puise aussi, enfin je pense, hein, je sais pas pour toi, mais notre inspiration aussi dans les lectures qu'on fait. Enfin, je veux dire, quand Oui, on bien sûr. lit, ça nous Mm. nourrit. Ouais, ouais. Oui, Donc, alors après, j'étais récemment à un salon du livre et mon voisin qui écrit donc des polars et qui marche bien, qui est en poche aussi, etc. Lui, en fait, il me disait qu'il n'en avait jamais lu justement des polars et donc lui, en fait, il écrit des polars, enfin, qui sont des mélanges un peu donc de polar et aussi un peu de surnaturel, mais ouais, de manière très très surprenante, il m'expliquait qu'il n'avait pas lu de polar. Comme quoi ah tout est oui, possible. c'est Ouais. le dernier polar que tu as lu. Le dernier polar que j'ai lu, alors en fait, il y a un auteur que je relis souvent qui s'appelle Tonino Benacquista, Je connais. qui est un auteur aussi qui fait pas mal aussi de nouvelles et qui écrit aussi des polars qui sont vraiment drôles, qui sont atypiques. Et voilà, et j'aime beaucoup. Et sinon, il y a un écrivain aussi qui est mon voisin là presque là sur Montpellier qui s'appelle Charles Aubert, qui écrit des romans policiers qui se passent tous en fait dans la région. Et lui, il est très particulier parce qu'il a une écriture qui est vraiment très poétique en fait. Et donc il Oui, y a ce je l'ai lu. contraste entre donc ces histoires où pour le coup là il y a des meurtres, il y a des cadavres, il y a des policiers, mais il y a toute cette ambiance en fait, toute cette atmosphère qui est très très poétique sur les étangs. Enfin, vraiment c'est un auteur que je conseille et qui est vraiment très très bon aussi. Tu l'as lu de son livre Danser encore? Oui, dans ça encore, oui, et puis aussi donc sa trilogie aussi avec Bleu Calypso, Rouge Tango et Vers Samba, Ouais, voilà, que je ouais. conseille à tout le monde. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir vraiment accepté. Merci à tous ceux qui sont connectés en cours de route, ceux qui nous regarderont en replay, parce que l'objectif des lives d'auteurs, c'est que les gens les regardent à leur rythme, puisqu'il y en a qui travaillent, d'autres qui travaillent pas, qui ont des activités. En général, à cette heure-ci, c'est la deuxième journée des mamans. Et donc, pour celles et ceux qui voudront regarder ce live, il sera disponible donc sur mon profil, sur le profil normalement sur le tien également, puisque je vais faire en sorte que je sais pas, te notifier pour que tu puisses l'avoir sur ton Instagram et j'essaierai de le mettre également sur YouTube. Voilà. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Ton actualité Donc, dédicace rapidement, vite fait. Ta prochaine dédicace, c'est où, quand, comment? alors ma prochaine dédicace, là j'en ai plus trop de prévues. J'en ai une en décembre, donc c'est pas tout de suite. Puisqu'en fait, donc là j'ai les 5 sur la photo qui est sorti au format poche au mois de mars. Et j'ai mon troisième roman qui va sortir donc chez Erol au mois de janvier. Voilà, donc là par contre je vais repartir dans des séances de dédicaces et dans des salons en 2026. Voilà, ça sera une année qui sera très sympa où je vais aller de nouveau à la rencontre des lecteurs. Trop bien. Bon ben, hâte de d'avoir le prochain. Merci.
Voilà. Donc moi j'avais déjà acheté en démat des 5 sur la photo et D'accord. donc pour le prochain, on se verra sur des dédicaces. Avec plaisir, Pascal. Ok. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonnes vacances si tu as des vacances cet été. Bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances. Et une grosse pensée pour tous ceux qui subissent les feux actuellement, que ce soit Narbonne, Marseille et dans la région, puisque c'est un peu catastrophique. Et mon message, c'est arrêtez de jeter vos mégots, s'il vous plaît, quoi. Voilà. Fallait que je le dise pas parce que ça me rend dingue. Tu as Bon, raison. mais à très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Je remets la petite couverture, troisième jeunesse. Voilà, à lire sur la plage sans modération et c'est remboursé par la Sécu. Voilà. En plus, oui. Merci à tous. À bientôt. Merci, Pascal. Merci beaucoup.